notre prochaine rencontre sera avec Stéphanie Duncan. Elle est interviewée par Philippe Maté, professeur d'histoire et géographie. Pour vous donner un petit renseignement sur Sophie Duncan, elle est productrice animatrice à la radio France Inter, et puis elle présente l'émission Espion, Histoire Vraie. Donc elle vient maintenant nous parler de toute sa carrière, de tout ce qu'elle propose, et ça va être un vrai moment, tout à fait différent des autres, mais très agréable également. Stéphanie Duncan, interrogée par Philippe Maté. Stéphanie Duncan, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue à la 28e fête du livre d'Autun. Merci beaucoup, je suis très contente d'être là. Première fois pour moi. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, il y a eu une petite présentation de fête. Vous êtes une femme de radio, vous avez notamment des émissions qui sont centrées sur l'histoire en général, et vous êtes la productrice animatrice d'Autant n'emporte l'histoire, oui, qui est programmée tous les dimanches soirs. Et qu'on peut écouter n'importe quand, en podcast. De cette émission à format estival qui s'appelle Espion, une histoire vraie. 2019 même. 2019, oui, pardon. Oui. En fait, c'est un podcast d'abord. C'est un podcast sur les espions, donc à caractère historique aussi. Mais c'est-à-dire qu'il est d'abord un podcast. On peut l'écouter, le télécharger en podcast. Et ensuite, il est diffusé pendant l'été. Voilà. Alors c'est un format qu'on retrouve depuis plusieurs années de manière estivale, et puis donc on a cet ouvrage qui est la transition logique de la radio vers l'écrit. Oui, je suis très contente d'avoir eu ce livre. En fait, ce que je voulais, c'était donc un livre qui ressemble un peu au podcast, c'est-à-dire qui est le récit. Donc c'est le récit que j'ai écrit moi. Ce sont des portraits d'espions et d'espionnes. Et je voulais qu'il ressemble au podcast, parce que dans le podcast, il y a le récit, et dans ma voix, et il y a aussi des archives sonores, des textes, voilà, des musiques. Enfin, moi, il n'y a pas de musique, évidemment, mais et donc, c'est pour ça que je voulais qu'il y ait des images, des photos qui soient d'époque. Donc, tout ça, c'est très documenté. Voilà. Oui, on retrouve un peu cet esprit d'archives d'illustration, qu'elles soient sonores sur l'émission radio, ici visuelles et photographiques. Et c'est vrai qu'il y a donc ce texte que vous pouvez dire à la radio et qu'on retrouve dans un format donc tout à fait accessible sur 17 portraits au total d'espions. Ce sont 17 portraits d'espions et d'espionnes. Je n'ai pas réussi à faire la parité, mais j'ai essayé au maximum. Et c'est sur différentes époques. Enfin, c'est le XXe siècle essentiellement. Ça va jusqu'à 2010. Voilà, ça part des années 30. Il y a la Seconde Guerre mondiale qui est présente, très présente. La guerre froide, évidemment, et puis les événements suivants. Enfin voilà, mais bon, c'est quand même la guerre froide et la Seconde Guerre mondiale qui forment le gros. Et le dernier portrait, c'est celui d'Anna Chapman, donc qui est une espionne russe qui a été arrêtée aux États-Unis en 2010. Donc c'est l'histoire la plus récente. Donc on met en lumière des gens de l'ombre, hein, et vous insistez sur le fait qu'il y a aussi bien des hommes que des femmes. Il y a une forme de parité qui est presque atteinte, hein, puisque sur les 17 portraits qui sont brossés, il y a des portraits aussi avec des couples. Et puis il y a beaucoup justement de portraits féminins pour casser peut-être un peu ce cliché de l'espion. James Bond. Voilà. Mais c'est intéressant aussi de voir que, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les hommes étaient au front, ou bien alors ils étaient trop voyants aussi pour être dans le renseignement. Et il y a beaucoup de services, enfin surtout les Britanniques, ont fait appel à des femmes pour travailler dans le renseignement quand Churchill a créé le SOE en juillet 1940. Il y avait une urgence absolue puisque l'Europe était envahie par les nazis. Il ne restait plus que la Grande-Bretagne qui faisait la guerre contre Hitler. Les Américains n'étaient pas encore dans l'affaire. Évidemment,
évidemment les soviétiques non plus. Donc il fallait se battre et Churchill a créé un nouveau service secret, le SOE, et l'idée c'était de mettre le feu à l'Europe, donc vraiment y aller, envoyer des espions qui parlaient la langue de chaque pays occupé en Europe. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément des hommes qui parlaient le français. À l'époque, aujourd'hui tout le monde parle des langues étrangères, mais à l'époque c'était pas aussi courant. Et on s'est rendu compte aussi que les femmes passaient plus inaperçues. Enfin, on imaginait moins une femme, elle avait son petit sac à provisions, etc. On imaginait moins les femmes donc pouvoir avoir des activités aussi dangereuses. Et du coup, voilà, on a fait appel aux femmes parce que voilà, c'est aussi parce qu'on avait que ça à se mettre sous la main. Enfin, c'est un ensemble de circonstances. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup de femmes qui se sont engagées et qui, certaines ont vraiment fait un travail remarquable et très courageux. Et voilà, donc c'était l'occasion aussi de leur rendre hommage avec des femmes assez étonnantes. Je ne sais pas s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres. Alors, on a des femmes remarquables et qui malheureusement ont été victimes de leur devoir. En particulier, je pense à cet agent britannique qui n'est pas britannique au départ, mais qui embrasse la cause des démocraties, justement, Ouais. et qui figure un peu de manière presque anonyme aussi sur cette couverture. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Elle s'appelle Noor Inayat Khan. C'est une indienne, en fait, à l'origine. Et elle est avec ses parents. Elle a une histoire déjà, sa jeunesse, enfin, c'est romanesque. Son père est indien, sa mère était américaine. Elle est née au Kremlin, enfin, pour des raisons. Enfin voilà, son père était musicien. Oui, son père était là en fait au Kremlin de manière tout à fait inopinée. Voilà, parce qu'il y venait pour faire de la musique à la cour du tsar à l'époque, donc on est avant la Révolution. Et donc il est là avec sa femme, une américaine, et ce sont plutôt des poètes, c'est plutôt des gens de la poésie, qui aiment la poésie, la musique, leurs enfants aussi. Elle, Nour, elle se destine à devenir écrivain, elle écrit des livres pour enfants, elle joue très très bien du sitar, enfin je ne sais plus quel instrument indien, enfin voilà, c'est un peu son destin, quoi. Et puis tombe la Seconde Guerre mondiale, elle est en France à ce moment-là. Elle fait partie des gens qui quittent la France en exode. Elle va un peu par hasard. Ils prennent un bateau pour quitter la France occupée. Et ils arrivent un peu par hasard en Grande-Bretagne. Et c'est là qu'elle va passer le reste. Enfin, voilà, ils arrivent en 40. Et c'est des gens à la fois pacifistes qui sont contre la guerre, etc. Et en même temps très loyaux envers le pays qui les accueille, et ils décident de s'engager. Mais elle, comme elle veut pas prendre des armes, elle va s'engager elle va devenir opératrice radio. Opératrice radio, c'est à la fois effectivement une activité du renseignement où on n'a pas besoin d'utiliser un revolver, hein, mais en même temps c'est une activité extrêmement dangereuse, puisqu'on peut être repéré par les Allemands très vite. Et donc oui, à cette époque-là, il y avait des systèmes de détection par triangulation, voilà, notamment. J'ai du mal à dire ce mot, la triangonométrie, enfin, je ne sais plus notamment, comment c'est ça. Trigonométrie. Voilà, en fait, on triangulait les positions des opérateurs radio, et elle déjoue pendant un petit bout de temps en fait, la détection, puisqu'elle change régulièrement de lieu d'émission. Voilà, elle porte une énorme valise avec la radio, quoi. C'est un truc qui pèse un âne mort, quoi. Un objet qui fait 15 kilos. Et souvent, d'ailleurs, il fallait changer les quartz pour changer les fréquences aussi, pour éviter la détection. Je vois que vous êtes un spécialiste du renseignement. Et donc, elle est envoyée en France à l'été 43, parce qu'il y a un vrai problème. Il y a tout un réseau qui a été noyauté. Enfin, on va découvrir après qu'il y avait un traître, enfin, moi, tout ça. Elle arrive et... Bon, en principe, l'espérance de vie d'un opérateur radio pendant l'occupation en France, c'est 6 semaines. Et elle va tenir, je ne sais plus, 3 ou 4 mois. Elle va faire le boulot, quoi. Elle va vraiment elle va circuler dans Paris, etc., avec son énorme valise. Et puis elle va finir par se faire attraper par les Allemands, arrêtée. Mais elle va être torturée. On ne sait pas, probablement violée, mais on ne sait pas trop. Mais
elle ne va pas parler. Et ça, on le sait aussi parce qu'il y a eu des témoignages. Donc, ce n'est pas juste un roman, hein, c'est une réalité. Elle a été, et puis elle a été envoyée en Allemagne. Enfin, elle va finir dans un camp de concentration, un camp de prisonniers, enfin, enfin, très dur. Et elle va mourir sans avoir parlé. Donc, elle a été. C'est fou parce que on disait d'elle qu'elle était timide, maladroite, nulle, quoi, en quelque sorte. C'était ses chefs qui disaient ça quand elle était en formation. Et puis en fait, elle s'est révélée très bonne, quoi. Elle a quand même fait le boulot jusqu'au bout et elle n'a pas parlé, quoi. Donc c'est un personnage assez héroïque. Bon, il n'y a pas que des personnages héroïques dans ce livre. Il y a aussi des gens un peu lâches ou un peu ordinaires et qui réussissent pas leur mission. Ça existe aussi. Alors justement, dans ces portraits d'espions ou de maîtres espions, puisqu'il y a une catégorisation qui a été faite avec des maîtres espions, des espions infiltrés ou des illégaux, comme on dit. Oui. Alors c'est ça qui est aussi intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous avez à cœur de vulgariser les termes de l'espionnage, c'est-à-dire qu'on a souvent en marge de la notice des petits termes d'explication qui permettent de comprendre ce que c'est qu'un illégal, c'est-à-dire un agent infiltré sous une fausse identité. Ouais. C'est une catégorie d'espions que affectionnent beaucoup les Russes. Déjà du temps, enfin d'abord ça a commencé du temps du KGB, c'est les Niegalny, je crois que c'est, je sais pas si je ne garantis pas la prononciation. Donc c'est ça existait déjà dans les années 30, hein, des citoyens soviétiques qui sont envoyés à l'Ouest, enfin on ne disait pas à l'Ouest à l'époque, mais enfin en Occident, en Europe, ou après aux États-Unis, et qui prennent une identité, parfois une identité d'un citoyen américain ou canadien, souvent une identité d'un... C'est un peu triste, c'est un peu horrible, même des enfants qui sont morts en bas âge et dont on récupère l'identité. Et on vit comme ça, comme une taupe. Enfin, c'est pas exactement des taupes, mais enfin, ils vivent un peu en sommeil comme ça. Ils ont une vie en apparence normale. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Alors aux États-Unis, il y en aura jusqu'en 2010, hein, le cas d'Anna Chapman, par exemple, des gens qui vivent. Voilà, ils ont la petite maison aux États-Unis. Le dimanche, il y a le barbecue. Ils invitent les voisins. Enfin, tout ça a l'air très normal. Et puis, en fait, c'est des gens qui sont chargés de faire du renseignement. Et c'est des gens très formés en réalité et qui ont apporté beaucoup d'informations à leur pays, quoi. Et vous citez le cas d'Anna Chapman, c'est vrai qu'elle a été arrêtée donc en 2010, puis finalement renvoyée vers son pays d'origine. Au total, c'est un coup de filet du service de contre-espionnage américain sur une dizaine d'agents dormants, clandestins ou illégaux. Et ce qui est fou, c'est que certains étaient des couples avec des enfants Oui. qui ignoraient même la nature des véritables activités de leurs parents. Oui, d'ailleurs, il y a eu une série que vous connaissez peut-être, The Americans, qui est inspirée de cette histoire vraie. Et donc ces couples, effectivement, qui, voilà ce que je disais, qui vivent American way of life, tout à fait banal, comme ça, et puis voilà. Et en 2010, c'était un peu une stupeur aux États-Unis parce que c'est après on a l'impression que la guerre froide est terminée, que tout va bien. Quelques jours avant l'arrestation de ces 10 espions, il y avait Medvedev, qui était le président de la Fédération de Russie, qui était en visite officielle avec Barack Obama. Alors, d'ailleurs, je tenais beaucoup à cette photo dans le livre. On voit les deux hommes, ce sont deux jeunes hommes politiques qui sont habillés pareil, décontractés, ils sont assez jeunes, modernes. Et on se dit, ça y est, c'est terminé, quoi. Le XXe siècle, on est en 2010, c'est terminé toutes ces histoires de guerre froide, tout ça. Et en fait, 3 jours après, ces espions russes sont arrêtés aux États-Unis, quoi. Et c'est assez sidérant de penser que voilà, finalement, on sait maintenant, on a un peu de recul aussi avec les événements de ces dernières années, que la Russie n'avait pas abandonné le combat du renseignement. Et Anna Chapman, voilà, elle n'était pas elle-même en couple, etc. Voilà, c'est
une personnalité assez trouble aussi. Une jeune femme très jolie, rousse, très sexy, qui était donc russe, mais qui vivait aux États-Unis, qui avait créé une start-up. Enfin, alors là, on est un peu dans le mythe au début des années 2000, de la success story. Et elle va devenir... en fait, on découvre qu'elle est une espionne, quoi, et qu'elle n'est pas qu'une pin-up. En fait, elle a un côté pin-up, mais en fait, c'était une jeune femme très bien formée par les services de renseignement russes. Et quand ils sont tous renvoyés, tous ces espions russes arrêtés en 2010 aux États-Unis, vont être renvoyés en Russie dans le cadre d'un échange. Alors là, on retrouve évidemment toute la symbolique de la guerre froide, mais ils ne sont pas échangés sur le pont des espions à Berlin, ils sont échangés sur un aéroport à Vienne, je crois. Donc il y a les deux avions l'un à côté de l'autre, il y en a qui descendent du premier avion et qui montent dans le deuxième, pendant qu'il y en a des autres qui ressortent et qui vont aller dans le premier avion. Enfin, c'est assez troublant, ces images. Et quand ces espions arrivent en Russie, on pourrait penser qu'ils vont être accueillis comme des traîtres, enfin des nuls qui ont tout raté, parce que c'est quand même un peu ça. Mais non, pas du tout. Ils vont être accueillis en héros par Poutine lui-même, qui est là, qui va les accueillir et qui va leur promettre une magnifique carrière. Et Anna Chapman va continuer, évidemment elle ne sera plus espionne puisqu'elle est grillée, mais elle va devenir une ambassadrice, une ambassadrice du régime. Ouais, et puis des services de sécurité, presque une espèce d'image rentrée dans les services de sécurité. Oui, puis de propagandiste du régime, avec disant que la guerre en Ukraine c'est génial. Voilà, elle s'habille avec des tenues militaires un peu factices, mais pour inciter les gens à s'engager. Enfin bon, c'est un peu glauque. Une égérie finalement, une égérie, voilà, de ce monde russe. Et si vous aviez un portrait parmi ces 17 qui vous était, on va dire, cher, ou qui, par son côté un peu parfois surréaliste, serait à retenir? Moi, je les aime tous parce qu'ils sont tous différents et qui sont à la fois... je les trouve à la fois romanesques, parce que leur vie est romanesque, et le romanesque dans le sens noble du terme, et en même temps, c'est des histoires vraies. Je sais que vous aimez bien Bertrand, c'est Bertrand, je ne sais plus, j'ai un doute sur son prénom, Boursicot, qui était un espion français. Enfin, lui, c'est intéressant parce que il est tombé dans l'espionnage un peu par hasard. Enfin, il y a des gens comme ça, c'est pas du tout des méchants ou qui se retrouvent par hasard. Lui, c'est par amour. En fait, c'est un jeune homme qui adorait le cinéma. Il allait à la cinémathèque dans les années 60. Et puis, il ne sait pas quoi faire. Il s'engage aux affaires étrangères au Quai d'Orsay. Il a un petit boulot pas très intéressant. Et en 64, il y a l'ouverture d'une ambassade de France en Chine, quand De Gaulle commence à avoir des bonnes relations diplomatiques avec la Chine. Et il décide de s'engager, etc. Et puis il va se retrouver à Pékin, petit employé de bureau sans grand relief, et il s'ennuie à mourir avec les gens de l'ambassade qui le snobent parce que c'est pas un diplomate et tout. Et il va essayer de rencontrer des Chinois. Et il y a un Chinois qui devient ami avec lui, et puis il va lui faire croire qu'il est qu'une femme. Enfin, c'est une histoire... c'est tellement invraisemblable que je vous laisse le lire. C'est presque un roman d'espionnage qu'on n'oserait pas imaginer. On n'oserait pas l'écrire, hein. Moi j'aurais pas osé l'écrire, mais c'est une histoire vraie qui est un peu triste, hein, mais cet homme va se retrouver embringué à faire du renseignement pour les Chinois par amour pour cette femme. Enfin, il croit que c'est une femme, mais en fait c'est un homme. On va jusqu'à lui fournir un enfant à cette femme. Même. Un enfant, un faux enfant. C'est une histoire vraie qui a eu un procès donc en France dans les années 80, et à l'époque on se moquait beaucoup de cet homme qui s'est fait gruger comme ça, et il y a eu beaucoup de bêtises, de méchancetés qui ont été dites sur lui au moment de son procès, et du coup j'ai un peu d'affection pour cet homme qui aujourd'hui vit dans une maison de retraite en Bretagne. Et c'est un personnage un peu lunaire comme ça, perdu dans le monde du renseignement.
Et puis moi j'ai bien aimé aussi cet homme proche du pouvoir qui l'infiltre au plus près, qui est ce collaborateur donc avec Willy Brandt. Ah oui, Günther Guillaume. Ouais. Ah ouais, alors lui aussi, c'est un drôle de bonhomme, un peu falot comme ça, un peu minable. Il est né juste pendant la guerre. Enfin non, il grandit pendant la guerre. Son père est un nazi qui se suicide quand Hitler se suicide. Enfin, une histoire familiale assez lourde. Et puis il se retrouve à Berlin. Ce jeune homme, et puis un peu par hasard, il se retrouve à l'est, quoi. Il aurait pu se retrouver à l'ouest, mais il se trouve qu'il se retrouve de ce côté-là de la ville, et il va grandir dans l'Allemagne de l'Est, la RDA, et il ne sait pas trop quoi faire de sa vie, et il va entrer à l'école de la Stasi, devenir un officier de la Stasi, parce que c'est les services secrets donc, de l'Allemagne de l'Est de l'époque. Et c'est les moyens d'avoir un bon poste, un bon salaire. Pour beaucoup d'Est-Allemands, c'est à la fois une institution crainte et puis en même temps c'est l'espoir d'une promotion, sociale très importante. Ouais. Et là, il rencontre une femme qui fait comme lui, quoi, Christelle, et ils vont se marier. C'est peut-être un mariage un peu arrangé par la Stasi, on ne sait pas trop. Et ils vont partir en mission. Enfin, c'est un peu compliqué. Enfin, ils se font passer pour des réfugiés qui quittent l'Allemagne de l'Est pour pouvoir aller à l'Ouest. Et il y avait énormément d'Allemands de l'Est qui voulaient quitter l'Allemagne de l'Est et qui allaient à l'Ouest. Et dans ce flot de réfugiés, il y avait inévitablement des espions envoyés par la Stasi. Et eux en faisaient partie, mais bon, on ne le saura pas. On le saura que bien plus tard. Ils vont grimper tous les deux progressivement les échelons à l'intérieur du Parti socialiste allemand, le SPD. Et au point que lui, à un moment, va être nommé l'assistant, va chercher de Willy Brandt, qui était alors le chef du SPD, et qui va devenir le chancelier ouest-allemand. Et Willy Brandt, lui, c'est vraiment le héros, quoi. C'est un Allemand qui était socialiste, qui était résistant pendant la guerre. Enfin, c'est le contraire du père. Le contraire du père de Günther Guillaume. Et il va devenir donc donc Günther Guillaume, l'espion, va devenir l'assistant de Willy Brandt, et ça va faire un scandale. Et quand on va découvrir des interférences, mais bon, et c'est un coup des espions. Et donc Willy Brandt va devoir démissionner. Enfin, c'est une histoire terrible. Voilà. Et puis il va être renvoyé à l'Est. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement des questions et puis... Changer les piles. Il y a un budget pile à prévoir. Oh. Pile ou face. Merci, pardon. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des questions dans l'assistance concernant ces personnages de l'ombre mis Alors, on a parlé lumière. Que de certains, évidemment, oui. Mais voilà. Et donc, le matériau, on va dire, original, ça reste l'émission de podcast radiophonique. Est-ce que justement, à l'issue des nombreuses saisons déjà maintenant qui sont réalisées, il y aurait l'idée d'un tome 2 Oui, c'est en cours. Ah, voilà. C'est en cours. Voilà, nous suons nuit et jour. Non, c'est pas vrai. On est en train de travailler sur le tome 2, en principe qui devrait sortir en octobre, novembre de cette année. Voilà, qui sera peut-être pas exactement, il n'aura peut-être pas le même aspect, mais il va raconter d'autres histoires, et voilà, j'espère vous plairont aussi. Voilà. Donc c'est intéressant de passer aussi à un livre. Moi, c'est mon premier livre, donc j'étais très, très émue quand je l'ai eu la première fois entre les mains, comme tous les auteurs. Alors après, ici. C'est un bel objet aussi, puisqu'il est très documenté, photographie à l'appui, et puis cette volonté de pédagogie, d'expliquer les termes, on va dire, presque techniques de ce monde de l'espionnage et du renseignement. Alors, j'ai appris grâce à vous que le renseignement fait partie du programme des élèves de terminale
Alors Non. oui, en AGGSP, histoire, géographie, C'est moi qui géopolitique, pose des questions sciences maintenant. politiques, mais tout à fait. Et donc on a un thème qui est celui de la connaissance, et on passe par la thématique de la connaissance stratégique au sens Ouais. du renseignement, aussi bien militaire que du renseignement qui peut déstabiliser l'adversaire, tout à fait. Et donc on a de vrais espions qui sont notre sujet, et puis des espions peut-être un peu moins sérieux de littérature et de cinéma qui sont souvent la porte d'entrée dans ce monde de l'ombre, justement. Oui, je suis sûre que ça intéresse les élèves. Ouais. Oui, 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 il y a toute une génération de jeunes qui est passionnée par notamment les productions filmiques ou aussi les séries, puisque Oui. vous parliez de la série The Americans. Ouais. Il y a beaucoup Le Bureau des légendes. Le Bureau des légendes d'Éric Rochant, Ouais. oui. Puis le film d'Éric Rochant qui était très bien aussi. Les Patriotes. Les Patriotes, ouais. Avec Yvan Attal qui nous fait toucher du doigt le Mossad Oui. et le fait que le Mossad peut très bien espionner a priori un pays allié, puisque c'est ce qu'on a Oui, aussi dans votre Jonathan portrait. Pollard. Dans votre portrait aussi de cet agent israélien. Il y en a deux. Il y a Rafi Eitan, c'est celui qui s'est occupé d'aller chasser, enfin d'aller exfiltrer Eichmann en Argentine. Et il y a aussi Mick Hariri, qui était chargé au Mossad aussi, qui travaillait au Mossad, qui lui s'est occupé, il s'est occupé de l'affaire de Munich. De l'affaire de Munich, voilà. En 1973, c'est bien ça 72. 72, ouais. ouais. Les Jeux Olympiques de Munich, quand il y a eu des athlètes israéliens qui ont été pris en otage par des agents de Septembre Noir. Ouais, de Septembre Noir, ouais, c'est ça. Et donc, oui, il y a une opération en fait, de vengeance qui est organisée par le Mossad sous l'égide notamment du ministre de l'époque, qui est Golda Meir, qui veut, entre guillemets, faire un exemple aux yeux du monde. Oui, c'est ça. Et donc, entre Rafi, justement, dit le puant, je trouve le surnom est intéressant, puisque il a, au sens propre comme au sens figuré, pataugé dans des choses pas très claires. Oui, parce que d'abord, il se faisait appeler comme ça par ses collègues, parce que quand il était jeune, il était jeune, donc avant même l'existence d'Israël, il travaillait pour le, je sais plus que c'était pour la Haganah, la Haganah, pour la Haganah, qui est une des milices juives en fait. Oui, c'est ça. Il y en a deux là. Il y a l'Irgun et la Haganah. Enfin, l'Irgun, c'est plus, c'est carrément des bombes et tout. Et lui, il devait plastiquer un radar britannique. Les Britanniques, et alors, ceux qui avaient la mission de s'occuper de la Palestine. Et il doit passer par des égouts pour pouvoir aller oui. Oui, on s'arrête. D'accord. Ben, vous saurez la suite en lisant le livre. Voilà. On est obligé de s'arrêter. Merci pour votre participation, pour vos réponses. Merci à vous. Et puis, donc, une bonne suite à ce très bon ouvrage.